Bonjour Joseph, ça va bien? Bonjour David, ça va très bien, merci. Puis j'aimerais te remercier d'abord d'avoir accepté mon invitation justement. J'ai été connecté par Mark Evans. Il m'a dit qu'il y avait son cousin et qui a un parcours très intéressant. Alors une fois qu'on a discuté, j'ai tout de suite dit que je voulais t'inviter à mon émission et pouvoir en discuter davantage. Alors merci de l'invitation et merci à Mark Evans qui nous écoute. Yes. Je voulais commencer. Je sais que tu as un parcours assez différent des autres personnes. T'es parti dans différentes études, autant au niveau académique, professionnel. J'aimerais savoir c'est quoi qui t'a poussé à suivre ce parcours-là. Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire ce parcours. Déjà, j'aimais l'école à cause de mon père qui ne riait que lorsque j'apportais des bonnes notes. Donc finalement, c'est un automatisme que chez nous d'aller à l'école. Je me rappelle quand je remettais mon mémoire au baccalauréat, mon père a dit c'est rien encore. Donc il avait des attentes. Ouais. Et donc, tout ça m'a conduit à aller encore un peu plus loin. Et puis, autre chose, c'est le contexte d'Haïti où je suis sorti. Tu peux pas prédire qu'avec tel diplôme, tu arriverais à tes fins, à tes objectifs. Donc, des fois, il faut être diversifié pour pouvoir valoriser son parcours. Donc, moi-même, j'ai trouvé cela important, avoir une certaine transversalité, donc augmenter mon employabilité. C'était dans cette optique que j'ai envisagé ma trajectoire académique. OK. Mais c'est quoi le premier, on va dire, sujet ou domaine d'études qui vous a intéressé? Est-ce que c'était plus le droit, les affaires publiques ou autre Moi, chose? c'était la gestion. La gestion. Plus particulièrement la gestion informatisée. OK. C'est là que j'ai fait mon bac et puis mon master. OK. Et ça, vous avez étudié encore en Haïti? Oui, ou? c'était en Haïti. OK. Ensuite, le droit, au niveau du baccalauréat. J'avais commencé des études en sciences politiques aussi, bon, que j'ai abandonné. Ensuite, je suis arrivé au Canada. C'est là que j'ai commencé avec la maîtrise, avec la théologie et puis l'administration publique aussi, l'évaluation de programmes plus particulièrement. Et finalement, c'est après le doctorat en analyse et management des politiques publiques dans l'administration publique. Oui. OK. Et vous avez dit, OK, dans le fond, vous êtes originaire, ben, vous êtes né en Haïti. Oui. Et par la suite, vous êtes venu ici au Canada. Vous êtes venu au Canada à peu près à quel âge ou en quelle À année? 28 ans. OK. Et c'était comment pour vous le changement après 28 ans en Haïti? Ce fut brutal. Ouais. Le froid. Et peut-être, c'est pas tant le froid, c'est les gens. Ouais. Je trouvais les gens froids, justement. Parce que je me rappelle, la première fois que je prenais l'autobus, dans l'abri d'autobus, je voulais saluer les gens. Et puis, les gens me regardaient. C'est même pas comme un geste, comme un never comme. C'est comme, tu n'es jamais venu ici. Comment tu me salues comme ça? J'étais étonné, je voulais être gentil, mais je voyais que c'était pas inscrit dans leur code de communication. Donc, c'était un premier choc. Deuxièmement, la température. Je me disais, mais c'est pas normal. Je voyais le soleil qui brillait et malgré le soleil qui m'invitait à sortir dehors, qui me rappelait chez moi, il faisait particulièrement froid. Ça aussi, ça m'a marqué. Mais c'est quand même fou que vous dites ça parce que moi, j'ai souvent des conversations avec mon père qui est beaucoup plus âgé aussi. Et même pour lui, des fois, on est là. Même si tu as un voisin, on va dire tu habites dans un bloc appartement ou dans un condo ou quoi que ce soit, même tes voisins, des fois, les gens ne disent même pas allô. Alors moi, je trouve ça un peu bizarre. Comme tu as dit, c'est dans la société, I guess, que c'est moins chaleureux et familial que dans d'autres pays. J'aimerais savoir, comme tu as parlé, que tu as touché tous ces domaines d'études, comment est-ce que tu arrives à concilier justement tous ces domaines-là à l'intérieur de ta vie? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une charge de travail peut-être qui est trop lourde ou... Ben, moi-même, je croyais tout simplement que j'étais dispersé. Et finalement, je me rends compte que toutes les disciplines se rencontrent, du moins en ce qui me concerne, parce que finalement, j'exerce une pastorale qui intègre les dynamiques de l'administration que j'ai apprises et en même temps les aspects relatifs à... comment dirais-je, je ne parlerai pas du juridique automatiquement, mais les aspects politiques, théologiques, j'arrive à les articuler. Je développe une pastorale orientée vers la communauté. Mais tout ça, c'est parce que je les ai appris quelque part. Je ne pourrais agir autrement. Autrement dit, d'une certaine manière, ces disciplines ont façonné ma personnalité.
OK. Et vous avez dit, dans le fond, que vous êtes pasteur. J'aimerais savoir, c'est quand que vous avez eu cet appel-là dans votre vie? Parce que souvent, quand je rencontre des pasteurs, c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir un peu, c'est à quel moment qu'ils ont compris que c'était ça que Dieu voulait qu'ils fassent. Moi, j'avais 13 ans. C'est à mes OK. 13 ans, j'ai entendu une voix qui me disait que j'étais appelé au ministère. Je me rappelle, j'étais au salon. Et puis, je m'en doutais un peu. Quand j'ai compris que j'étais seul, je me suis déplacé. J'ai eu peur. Mais après, d'autres manifestations dans ma vie, que ce Mhm. soit dans les rêves, me témoignent du fait que je suis pasteur. Au début, j'aimais ça. À mes 13 ans, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Mais à mes 19 ans, je voulais faire autre route. Surtout, j'ai commencé à lire beaucoup. J'étais particulièrement passionné par les auteurs athées. OK. Les Nietzsche, les Sartre. Euh, Donc, je trouvais que c'était une faiblesse même d'être chrétien. Donc, euh. à Mais un moment pourquoi vous donné, étiez passionné justement par les auteurs athées? mais c'est là que j'étais dans une école catholique. OK. Et dans cette école, je me rappelle, dans les cours de philosophie, on commençait à nous mettre en relation avec ces auteurs athées. OK. Et là, j'ai commencé à les lire par OK. moi-même. Et cette trajectoire m'a un peu déconnecté de mon milieu. C'était comme un bouleversement. J'aimais leur manière d'écrire, j'aimais leur sens révolutionnaire. Il y avait une énergie qui se dégageait de leurs textes. Mhm. Et ça a commencé à me travailler. Sauf que ça n'a pu enlever le fait que j'ai entendu dans le passé une voix. Mhm. Ça n'a pas pu expliquer ce que j'ai entendu. OK. Donc, je suis rapidement retourné à moi-même à cause de cette expérience de mes 13 ans. OK. Alors, à partir de là, c'était quoi un peu le parcours, on va dire, qui s'est passé juste à temps que vous deveniez pasteur à une église? Alors, qu'est-ce qui arrive? J'étais toujours, depuis mes 13 ans, quelqu'un d'engagé dans le ministère. OK. C'est comme, avant même d'être confirmé comme pasteur, de Ouais. recevoir l'ordination, j'étais dans le champ pleinement. OK. D'ailleurs, j'ai célébré les mariages depuis mes 22, 23 ans. OK. Donc, je suis littéralement longtemps. Donc, entre le fait d'être confirmé et le fait d'exercer, je vois même pas comment ça pourrait être autrement. J'étais en plein là-dedans. Mhm. Voyez-vous? Donc, j'ai commencé comme leader de jeunesse, Ouais. membre du comité exécutif, diacre, et je jouais à la limite quand personne n'est là à la batterie. Donc, Mhm. j'étais un peu dans tout, Ouais. mélangé dans tout, et puis finalement, je suis rendu pasteur. OK. Mais pendant tout ce temps-là, dans le fond, vous êtes encore en Haïti. J'aimerais toucher justement à ce niveau-là parce que souvent, on entend les personnes parler, surtout les personnes noires, parler un peu de spiritualité. Et venant d'Haïti, on sait qu'il y a beaucoup de vaudou aussi qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui trouvent que il faut rester accroché justement à cette spiritualité-là et que le christianisme, dans le fond, c'est une religion qui est venue des Blancs ou... Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Ça pourrait même être l'objet d'une discussion en particulier. C'est mal connaître le christianisme. Si le vaudou a la prétention de s'adresser aux Noirs, le christianisme a une prétention d'universalité. Ça s'adresse à l'homme dans sa totalité, quelle que soit sa race, sa condition. Maintenant, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à la faveur de l'émergence de certains mouvements pro-noirs? On a tendance à circonscrire le christianisme à une réalité occidentale. Alors que, avant même que l'Occident soit l'Occident, le christianisme était déjà là. Et même dans la Bible, on trouve des traces très importantes de la civilisation noire. Mhm. Très importante. Déjà, le Sauveur lui-même est allé se cacher en Égypte Mhm. quand on le persécutait. Mhm. Donc, il a marché sur le sol africain. Et même la croix, qui est l'un des symboles du christianisme, la croix, imaginez-vous, la croix de Christ, et c'est biblique, Mhm. qui l'a aidé à la porter, c'était Simon de Cyrène, un noir. Donc, dans la construction de notre théologie de rédemption, les noirs sont là.
Que dire d'Abraham qui sort dur, donc dur pour aller en Chaldée, mais là c'est des communautés de Noirs. Moïse qui va épouser Séphora, c'est une femme noire. Donc les Noirs sont très présents dans l'histoire biblique. Il y a une mauvaise connaissance du christianisme et aussi nous sommes connectés seulement au christianisme versant esclavage, mais le christianisme était déjà bien avant et a pu faire école dans certaines traditions noires. Non, c'est ça. C'est souvent un sujet intéressant et je trouve que même, on va dire, en tant que jeune, tu vois, quand tu essaies de parler de ça, tu essaies de protéger ta foi, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît ces racines profondes dont tu viens de toucher. Alors, je pense qu'il y a toujours moyen de pouvoir s'approfondir à ce sujet-là et d'en connaître encore plus pour mieux pouvoir expliquer ce phénomène-là afin que des gens puissent ne pas rester juste bloqués dans ce qu'on les a dit, si je pourrais dire. J'aimerais savoir un peu pour toi, on voit souvent, on habite au Québec, on voit comment les lois de laïcité sont en train de passer et comment on vit dans une société, dans le fond, juste laïque. J'aimerais savoir c'est quoi l'impact que toi, tu trouves que ça, pour les gens qui pratiquent des religions et les personnes chrétiennes, dans le fond. La laïcité québécoise est liée à un processus historique qui fait en sorte que, je pourrais dire que c'est une laïcité stricte, une laïcité qui travaille l'invisibilité du religieux. C'est-à-dire que vivre sa foi au Québec de manière publique, de manière expressive, c'est quelque chose de complexe. Parce que tout le système travaille contre cette expression publique. Donc, la foi est reléguée au privé. C'est l'un des chocs que j'ai eu en arrivant ici. Je sors d'un État haïtien concordataire. Il y a un concordat avec l'Église catholique. Et je tombe dans un État laïque qui te demande de limiter l'expression du religieux. D'ailleurs, ils ont des zonages. Les lieux de culte ne peuvent pas s'établir n'importe où. Et ils ont, comment dirais-je, une façon d'aborder les fêtes religieuses pour faire en sorte que ça ne soit pas versé dans l'espace public. Donc, le religieux est combattu ici. Et on en est très conscient. Même comme pasteur, quand je développe sur le terrain ma doctrine sociale, parce que je crois que l'Église doit avoir une existence dans la communauté, c'est difficile de développer un partenariat avec des acteurs sociopolitiques en les regardant comme des vis-à-vis. Pourquoi? Parce que le religieux est combattu. Mais comme tu parles de religieux qui est combattu, avec ton domaine, tu es arrivé au Canada, avec tout le background que tu avais, est-ce que tu trouves que c'était difficile pour toi justement de trouver certains postes ou aller dans certains milieux de travail une fois que tu disais que tu étais un pasteur et tu partageais ta foi, on va dire? Alors, je ne disais jamais qui j'étais. Il suffit d'aller de faire un Google. Maintenant, tu trouves tout le monde. Donc, ils vont savoir qui je suis. Ils vont avoir une idée de ma personne. Des fois, ça suffit pour ne pas être convoqué à l'entretien. Mais heureusement, j'ai d'autres parcours aussi qui me permettent de m'en sortir. Mais j'avoue que ça paraît intimidant pour certains acteurs. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, je cherchais de l'emploi et ils savaient à cause d'Internet que j'étais pasteur. Ça ne passait pas. Des fois, je venais dans l'entrevue juste qu'on voulait voir ma tronche. J'avais l'impression. Et puis, on me disait, belle entrevue, monsieur. Une fois, un homme m'a dit, c'est la meilleure entrevue qu'ils ont pu faire. Mais on voulait vous voir à l'œuvre, monsieur. Mais pourquoi vous m'avez pas pris? Et donc, j'ai compris que c'était intimidant puisque le pastorat lui-même amène un certain leadership. Tu gères du monde, des fois. Tu gères plus de monde que le gestionnaire lui-même de la boîte dans laquelle tu postules. Donc, je peux avoir une communauté de 500 personnes à laquelle je m'adresse. Mais ces gens ont une dizaine, une quinzaine de personnes sous leur autorité immédiate. Donc, c'est pas la même chose. Donc, ça peut être intimidant pour eux. Et en plus, ils se demandent, mais que pense ce pasteur? Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que ça va pas nous déranger? Est-ce qu'ils vont pas amener le religieux dans la boîte? Est-ce qu'il arrive à différencier espace privé et espace public? Donc, tout ça, ce sont des questionnements qui peuvent déranger, évidemment. Qui peuvent déranger. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile. Tu vois, même un défi, tu vois, en tant que chrétien, même moi, on va dire, où je travaille, je me suis dit, OK,
tu vois, si tu as une opportunité, on va dire, de parler de Jésus, de parler de Dieu, tu vois, il faut la prendre. Je pense que il faut avoir, comment je peux dire ça en français, comme ce boldness-là, juste être, on va dire, comme quand même courageux de le faire, parce que je pense que si ça vient avec d'une manière comme, on va dire, pas forcée, et ça vient avec amour vraiment pour ton prochain, je pense que c'est toujours quelque chose de bien à faire. Euh, Parlant de ce sujet-là, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi ton point de vue, c'est quoi tu trouves qui serait comme, c'est quoi le principal défi pour un éveil spirituel, je dirais, à Montréal ou dans la société occidentale, juste comme ça, en Amérique. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs façons dont nous pouvons parler du réveil. D'abord, qu'est-ce qui peut provoquer un réveil? Euh, le réveil est lié à plusieurs reprises à la volonté souveraine de Dieu. Mhm. Parce que des fois, nous posons la question comme s'il y avait quelque chose que nous pouvons faire. Mais des fois, nous faisons tout ce que nous pouvons faire et puis il n'y a pas de réveil. Donc, premièrement, je pose le réveil en fonction de la volonté de Dieu. Mhm. Donc, le réveil est d'abord une question de grâce. Est-ce que Dieu veut faire grâce à cette génération? Et est-ce que nous prions aussi pour que Dieu fasse grâce à cette génération? Pour moi, mes prières vont dans cette direction. Ouais. Et le réveil est possible parce que Dieu peut faire grâce. Il y a eu un réveil à Ninive parce que le peuple de Ninive, pas parce que le peuple de Ninive était bon, mais parce que Dieu les a interpellés. Et quand Dieu les a interpellés, ils ont réagi favorablement. Ouais. Pour moi, Dieu appelle le peuple québécois, Dieu appelle le peuple canadien. Mais nous devons demander à Dieu cette grâce pour que ce peuple soit attentif à l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu aime les Québécois, Dieu aime les Canadiens. Donc pour moi, c'est quoi les obstacles? Le seul obstacle, parce que je crois dans un appel irrésistible, c'est l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu s'intéresse à cette génération pour changer la donne? Et quand bien même Dieu n'aurait pas manifesté d'intérêt direct, si nous en parlons, c'est parce que Dieu veut nous faire savoir que ça l'intéresse. Prions Dieu dans cette direction pour que nous puissions voir le réveil. Mhm. Non, c'est bien dit, mais dans la même longueur d'aller, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu trouves, ben c'est sûr, mais est-ce que tu trouves qu'il faudrait plus de chrétiens en politique? Alors, Parce que tu vois, comme on va dire, si on pointe juste un recul, des gens peuvent penser que c'est comme un certain contrôle que ça crée, si tu comprends un peu ce que je veux dire. alors, qu'est-ce qui arrive? Moi, je prends la précaution pour dire à tous les chrétiens, ce n'est pas parce que beaucoup de chrétiens sont en politique que le monde ne sera pas ce qu'il doit être. Mhm. Parce que c'est décidé. Maintenant, je conseille aux chrétiens aussi de s'impliquer dans la politique. On a vu ce que la droite religieuse a réussi à faire. Parce qu'elle a compris aux États-Unis que sa non-implication pourrait avoir des conséquences sur leur propre prise en charge. Donc, il leur fallait une présence dans la politique. Maintenant, si pour moi, c'est nécessaire que les chrétiens s'impliquent en politique, mais c'est quoi le degré d'implication? Parce que certaines personnes, au lieu de servir la cause chrétienne, ils pourraient servir d'autres causes. Et c'est dangereux. Parce que, et puis autre chose encore, nous ne pouvons pas avoir la prétention de christianiser l'espace public. C'est un espace universel. Donc, nous ne sommes pas non plus compétents pour gérer la chose publique parce que nous sommes chrétiens. Parce qu'on aurait tendance à croire que parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons gérer. C'est pas un automatisme. Donc, la compétence en politique, ça répond à d'autres paramètres. Par contre, une présence en politique, ne serait-ce que parce que nous sommes des citoyens chrétiens, est nécessaire. Et il y a plusieurs façons d'influencer la sphère politique. Plusieurs façons. Donc, il faut y penser. Donc, à travers notre doctrine sociale, à travers notre rencontre avec les leaders politiques, à travers notre manière de voter aussi. Donc, si nous sommes comme leaders d'opinion capables d'orienter ceux qui nous écoutent, nous sommes capables d'influencer aussi les votes. Aussi à travers nos finances. Si nous pouvons apporter de l'argent à un parti, pour écouter, à travers le lobbyisme aussi, il y a tellement de façons, de leviers qu'on peut utiliser que je dis aux gens, il faut savoir de quelle nature doit être notre implication politique parce que certaines implications risquent d'être négatives. Ok, ok. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. J'aimerais toucher un peu. Maintenant, j'aimerais savoir
tu vois, je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment engagé dans la communauté. J'aimerais savoir à quel point tu trouves important d'avoir un rôle, on va dire, dans la diaspora haïtienne et comment tu trouves que c'est important justement pour les gens de s'impliquer? Alors, le problème d'abord, c'est nous avons une diaspora qui n'est pas suffisamment organisée. Mhm. Nous sommes une communauté par défaut et non une communauté par intention. C'est pour cela qu'il faut que des gens s'organisent pour que nous soyons intentionnellement une communauté et organiser notre vivre ensemble comme communauté. Donc, je pense que en ce sens, le rôle est important. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Chacun fait son affaire en silo. Mhm. Et conséquence, nous avons des résultats assez dispersés. Mais comment nous tenir ensemble, compte tenu du fait que nous sommes des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes au Canada ou bien dans la diaspora haïtienne. Si nous tenons ensemble, nous allons parler d'une seule voix, comme la diaspora juive parle d'une seule voix à travers le monde. Mais nous autres, c'est des individus qui parlent. Donc, nous n'avons pas exactement ce qu'on appelle la force du nombre, parce que le nombre est dispersé. Il nous faut nous tenir en commun, et c'est là que notre implication communautaire peut donner une nouvelle vie à ce qui se fait aujourd'hui dans le communautarisme haïtien, qui est un communautarisme assez faible, un communautarisme qui mérite d'être revisité. On pourrait avoir pour rôle, je dirais, d'exercer un certain leadership, de réunir les compétences, d'essayer de voir comment les arrimer pour atteindre des objectifs comme communauté. Parce que je me dis, si 10 000 personnes se mettent ensemble et disent, nous allons acheter des maisons, la communauté devient plus forte. Si 10 000 personnes se disent, nous allons faire des business, nous allons faire des Walmart, des affaires comme ça, au lieu que chaque personne fait une casse-croûte, la communauté devient plus forte. Donc, pour moi, c'est important que nous nous mettions ensemble. Et ce rôle, c'est un rôle qui s'inscrirait dans une démarche unitaire, parce que ça nous manque gravement. Non, faudrait, c'est tellement précis ce que tu viens de dire, parce que même, on va dire, tu as pris comme exemple différentes communautés, ils aiment ça réinvestir à l'intérieur des personnes qui font partie également de leur communauté. Mais nous, souvent, même, on va dire, supporter, on va dire, un business qui appartient à des personnes noires, si ça coûte 2 $ de plus, on va peut-être pas le faire, tu vois. Alors, je trouve que des fois, c'est un petit sacrifice qui est nécessaire de peut-être faire une plus longue route, conduire peut-être 10 minutes de plus pour aller dans un commerce qui appartient à des gens de ta communauté pour pouvoir comme grandir tous ensemble, tu vois. Est-ce que tu penses que, justement, avec tout ce que, on va dire, la diaspora haïtienne, justement, comme on parle de l'Haïti, est en train de faire, est-ce que ça peut aider, on va dire, à la reconstruction de tout ce qui se passe en Haïti? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un impact à ce niveau-là? Alors, je peux dire actuellement, la diaspora haïtienne n'est pas suffisamment organisée pour s'aider elle-même. Ouais. Regardez, en face de Trump, la diaspora haïtienne aux États-Unis n'a aucun poids. Pourquoi nous n'arrivons pas à parler d'une seule voix? Mais quand même, c'est plus de 1 million de personnes. C'est pas normal. Et il devrait y avoir une façon adéquate de répondre. En plus, il en est beaucoup parmi eux qui sont dans la politique. La diaspora haïtienne doit prendre conscience de sa nature, de son rôle à jouer déjà en diaspora. Et plus tard en Haïti, si ici nous ne pouvons pas nous prendre en charge, comment nous allons prendre en charge Haïti? Comment la diaspora s'inscrit dans ces relations en Haïti? C'est à travers les transferts. Mais nous avons besoin d'une diaspora qui dépasse ce rôle économique, qui arrive à faire entendre sa voix. Voyez-vous, je me rappelle, j'étais dans le bureau des ministres ici pour demander à ce que nous sortions de ce maternage démocratique. Pourquoi nous sommes en diaspora, nous ne pouvons pas voter? Voter en Haïti? Pourquoi il n'y a pas cette structure? Pourquoi nous ne pouvons pas être une force politique? Donc, OK, mais si, on va dire, t'es au Canada, est-ce que, même en Haïti, est-ce qu'il y a la double nationalité ou non? Oui, il y a la double nationalité, sauf pour la présidence. OK, alors si tu as la double nationalité, t'es Canadien et Haïtien, tu peux pas voter? Bien sûr, tu peux voter. OK. Mais tu dois te rendre en Haïti. Oh, OK, tu peux pas voter à partir du Canada? Non.
Tu te rends en Haïti. Et pourquoi on ne peut pas organiser cela en Haïti? Oui, c'est la responsabilité de l'État haïtien, mais l'État haïtien qui finance ces élections, c'est l'Occident. Donc pourquoi l'Occident, quitte à vouloir une démocratie, que la démocratie soit intégrale, que la démocratie s'étende là où se trouvent tous les Haïtiens? Parce que les enjeux d'Haïti ne sont pas juste en Haïti, ça s'exporte dans sa diaspora. Donc j'aimerais que on ait d'autres niveaux d'implication, que nous ne soyons pas seulement ceux qui font des transferts, que nous participions aussi dans les décisions politiques de notre pays. C'est une façon de vivre notre haïtianité à distance. Définitivement, moi, je suis pour cette école de pensée, mais j'avoue que ça demande de rentrer dans un rapport de force. Et c'est difficile actuellement. OK. J'aimerais un peu aussi que tu puisses un peu informer les auditeurs justement de c'est quoi la situation, c'est quoi qui se passe en Haïti ces derniers temps. Ben, c'est un pays en déliquescence, un pays qui vit un drame sans précédent, où les bandits ont pris la principale artère du pays, Port-au-Prince, comment dirais-je, le département de l'Ouest en otage. C'est ce qui se passe. Et ceci, de manière progressive, les bandits sont en train d'entourer le pays. Et il y a un déplacement de population qui se fait. Actuellement, si tu es à Port-au-Prince, tu dois te rendre en province, au Cap, si tu veux voyager. Par exemple, tu dois avoir un lift de la part d'un hélicoptère. Sinon, tu ne peux pas te rendre au Cap, qui est à quelques 2 heures et demie de temps de Port-au-Prince. Donc, tout est bloqué. Donc, c'est un pays où la vie est au ralenti et les gens, je dirais, se meurent progressivement. Nous nous débattons dans un marasme économique assez tragique, c'est du jamais vu. C'est pas l'Haïti que j'ai laissé, c'est quelque chose de différent qui est en train de se mettre en place. On a un État inachevé, aux fondations précaires. Et c'est grave ce qui se passe. Ouais. C'est ça. J'ai eu la chance de parler quand même à beaucoup d'Haïtiens de différentes écoles de vie. Et des fois, je me rappelle, il y a quelque chose qui m'était sorti, je pense, quand je parlais à la mère d'un de mes amis. Et elle, sa manière de penser, c'est comme si Haïti était sous une malédiction ou sous la colère de Dieu. J'aimerais un peu savoir, comme toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, des gens qui ont cette manière de penser, si je peux dire. Alors, moi, je trouve que le registre de la malédiction, quand même elle serait vraie, est un registre trop facile. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons posé des actions qui ont des conséquences. Et quand même nous parlerions de malédiction, j'ai vu d'autres peuples qui ont fait pire qu'Haïti, qui ont détruit des vies et fait des génocides, des nettoyages ethniques, et puis qui sont encore là. D'où vient cette contradiction avec Haïti? Pourquoi? Nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous vivons comme un pays en guerre. La situation qui s'installe en Haïti est particulièrement terrible. Moi, je ne parlerai pas de malédiction. Je parlerai premièrement de notre irresponsabilité et collective, de la culpabilité de certains, dont les élites en particulier, et je parlerai aussi du complot international, parce que ce qui se passe n'est pas juste endogène, on nous a mis là-dedans et on nous y a enfoncé. Donc c'est ainsi que je regarde la situation d'Haïti. Mais le registre de la malédiction, pour moi, si j'essaie de comparer avec d'autres nations, j'aurais beaucoup de difficultés à l'articuler. Cependant, il y a quelque chose, une variante que l'on ne peut pas éliminer. Je disais, j'ai vu d'autres peuples faire mal à d'autres peuples, mais la particularité haïtienne, c'est que nous sommes capables de nous faire du mal entre nous. Et d'un point de vue biblique, c'est grave. Le problème de l'haïtien n'est souvent pas l'étranger, c'est l'haïtien comme lui. L'haïtien est capable de lui faire du mal, de lui faire du tort, son propre frère. Donc, il y a une fraternité mal construite. Il y a, regardez bien, l'histoire de notre pays, c'est une histoire de patricide. On tue ceux qui sont au pouvoir. C'est une histoire de fratricide aussi. On tue nos propres frères. Et il y a un cycle de bourreaux et de victimes qui se perpétue, et ceci depuis l'indépendance. Il faut arrêter ce cycle. Le jour où nous arrêtons ce cycle, où nous entrons dans une démarche de réconciliation, nous verrons que ce n'était pas tant une malédiction qui nous permet d'être dans cette situation, mais c'est parce que nous avons fait des choix, et l'étranger aussi
a fait des choix qui nous tuent. C'est pas, on sait déjà le discours de certains présidents sur Haïti qui disent très bien qu'ils ont influencé l'économie haïtienne. Donc c'est pas quelque chose que nous inventons. Donc quand nous prenons acte de leur discours, nous comprenons que Haïti est rentrée sur la scène de la mondialisation sans préparation. Elle est née dans la mondialisation et maintenant il y a une autre vitesse qui a été passée dans la mondialisation qui fait en sorte que Haïti est maintenu dans la crise. Et c'est pourquoi c'est difficile d'élaborer un plan de sortie de crise, parce que ça ne dépend pas juste des Haïtiens. Il faut qu'on enlève les pieds ou bien leurs genoux sur notre cou. OK. J'aimerais un peu retourner justement à ton parcours professionnel et académique et tout ce que tu fais. J'aimerais un peu savoir c'est quoi les principaux défis que tu as eu tout au long de ton parcours. Alors, tout autant, d'un point de vue professionnel, mon défi a été un défi d'identité. Parce que quand tu as un parcours un peu dispersé, il m'a fallu, c'était difficile pour moi de trouver le lieu de cohérence. Okay. Et pendant que je cherchais ce lieu de cohérence, j'ai trouvé que c'était compliqué. Parce qu'il y a l'aspect académique. Moi, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'éducation avant, comme cadre. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai fait des consultations. Donc, arrivé ici, j'ai continué avec les consultations pendant que j'étudiais. Et en même temps, j'étais pasteur aussi. Okay. Alors, comment dirais-je, des fois, il m'est arrivé de vivre ces différents horizons professionnels comme une sorte de tension. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis plus pasteur, je suis plus professionnel, c'est comment dirais-je, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai décidé de ne pas être dans un contexte d'emploi 8 heures, 4 heures comme tout le monde. Mais, c'est comment dirais-je, j'ai embrassé le champ de travail autonome. Ensuite, de temps en temps, je réfléchis, c'est mon background qui me l'impose, sur le développement de certaines applications informatiques qui m'intéressent. Donc, pour voir comment je pourrais mettre ça à point pour réussir certaines percées économiques. Donc, donc, à la fois dans les affaires, dans l'église et aussi dans le champ de l'éducation comme enseignant, chargé de cours. Donc, je vis ces horizons, je les croise chaque jour dans ma vie. Et certains jours, je suis plus penché vers un bord, d'autres jours, je suis penché dans un autre bord. Mais ce qui est certain, c'est que je les vis à travers ma pastorale. Je pense qu'il y a une façon pastorale de vivre sa vie professionnelle. OK. Mais en touchant sur ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, justement, qui veulent naviguer plusieurs domaines d'études et comment, justement, comment développer la persévérance et trouver un sens au choix de carrière qu'ils veulent faire? Alors, je leur dirais que ne faites pas comme moi. D'abord, c'est peut-être une déformation. On est dans un monde où on veut une spécialisation. Déjà, ce qu'ils doivent chercher d'abord quand ils choisissent ce domaine, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, il faut que ce domaine t'amène quelque part. Ensuite, ils peuvent chercher pour leur propre plaisir. Parce que souvent, le plaisir ne suffit pas pour choisir un domaine d'études. Il faut choisir ce qui peut, que tu peux rentabiliser à l'avenir. Parce que le temps, ça coûte cher. Tu peux pas demander à quelqu'un de passer son temps à l'école. Donc, il sera en retard dans d'autres domaines de la vie sociale, de la vie économique. Donc, parce que moi, j'étais d'une certaine façon conditionné pour ce parcours. Donc, il y a des paramètres culturels, économiques, etc. Mais moi, mes enfants, j'empêcherai qu'ils fassent autant. Déjà, avec le monde qui change, l'intelligence artificielle, je me demande, est-ce que c'est important d'aller jusque-là? Parce que la machine peut faire autant, des fois même plus que ce que moi je peux faire. On est dans un monde qui change. Et aujourd'hui, je dirais aux jeunes de regarder de quoi l'avenir est porteur. Parce que certaines disciplines sont en train de mourir. Certaines disciplines n'existeront plus. Donc, étudiez ce qui vous permet d'être pertinent
On l'a vu avec la pandémie, on parlait des métiers essentiels. Ouais. Mais l'intelligence artificielle est pire encore que la pandémie. C'est là qu'on va voir les métiers essentiels parce qu'il y a un tas de métiers qui vont disparaître. Je dirais aux jeunes, faites attention parce que la prochaine intelligence ne sera pas l'intelligence académique, elle sera l'intelligence de l'interaction avec la machine. Donc, il faut se positionner. Justement, vous êtes chargé de cours à l'INEP. L'ENAP. À l'ENAP. J'aimerais savoir, c'est quoi les caractéristiques ou les qualités que vous voyez dans vos étudiants qui réussissent le mieux? Alors, la première chose, c'est une bonne base. Les étudiants qui ont une bonne base au baccalauréat, parce que moi, j'enseigne à la maîtrise. Okay. Quand tu as une bonne base, c'est plus facile d'entamer les études supérieures. La deuxième chose la plus importante, c'est la discipline. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus intelligents qui réussissent, mais certainement les plus disciplinés. Un étudiant qui n'a pas de discipline ne va forcément pas réussir. C'est compliqué pour eux. Après, la discipline, je dirais la passion. J'ai remarqué quand on aime ce qu'on fait, et on sait pourquoi on l'a choisi, c'est plus facile les études. C'est ce qu'on appelle la structure de sens. Quand ce que tu fais n'a aucun sens pour toi, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait du sens dans ce que tu apprends. Autrement dit, trouver la manière de jouer de l'utile à l'agréable. Autrement, tu seras perdu dans l'immensité, absence de repères, absence de motivation. C'est ce que vous allez vivre. OK. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets ou des aspirations à venir dans un futur proche? Oui, moi, mon projet, c'est... Vraiment, je travaille sur une application informatique. J'aimerais que ça voit le jour. OK. C'est, comment dirais-je, ça m'intéresse beaucoup. J'ai compris en voyant Uber que le monde est en train de s'ubériser. Donc, toutes les fois que tu peux faire quelque chose qui permette à l'offre et à la demande de se rencontrer efficacement, ça peut générer des revenus et être pertinent. Moi, ça m'intéresse. Okay. Donc, c'est sur cela que je me concentre. C'est ma principale priorité. Donc, je ne suis pas abstrait à ce que j'étudie. Ouais. Je suis aussi concret dans la vie parce que je veux, comment dirais-je, prendre le temps aussi de m'investir dans les affaires. Je pense que c'est ce prochain virage que je vais prendre. Une fois, je viendrai ici et vous me direz, est-ce que vous avez réussi dans votre virage? Je vous dirai bien sûr. mais oui. Ah, c'est bon. Mais... Au tout début, on a touché que tu es en train de poursuivre un doctorat en théologie. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est important qu'un pasteur soit un théologien aussi ou poursuivre des études en théologie? Ah, définitivement, parce qu'il faut que tu aies une théologie organisée pour aider ton peuple. Et ça prend des outils pour comprendre, des outils aussi pour théologiser. J'ai vu notamment pendant la pandémie, le discours de certains pasteurs est rentré en crise. Certains pasteurs disaient aux gens, nous allons prier pour comment on appelle ça, la COVID-19. Mais ils sont morts de de la COVID-19. Donc, leur discours est rentré en crise parce que il y a une incapacité de développer ce que j'appellerais une théologie contextuelle pour aider la population. Certains ont même erré. Donc, ce que font les études te permettent d'être équipé. Par contre, ce ne sont pas les études qui vont faire de toi un pasteur. C'est très important que nous ayons une nuance. Donc, les études te permettent d'être équipé pour faire face, comment dirais-je, pas à l'avenir, pour faire face aux différents problèmes, pour même accompagner les gens. Parce que on a aujourd'hui, contrairement à autrefois, beaucoup de gens éduqués. Moi, à l'église, j'ai vu des gens qui ont des doctorats. Donc, tu ne peux pas avoir n'importe quel discours. Mais tu ne peux pas développer un discours articulé si tu n'as pas étudié. Tu vas parler pour toi-même. Ou bien être prisonnier des mêmes discours qui caractérisent le milieu évangélique. Je parle des discours dominants de certains milieux. Parler seulement du péché, parler seulement de Satan, parler seulement de délivrance. Donc, il y a une surproduction de ces discours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent à la personne d'avoir une variété. Or, je pense qu'il faut parler à l'humain de manière holistique. Et
de ce point de vue, les études peuvent aider. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a un travail que Dieu a voulu faire dans la Bible. Et il a choisi Paul. Parce que Paul, c'était un docteur de la loi. Donc, il l'a utilisé. Non pas que les études soient l'élément principal, mais les études peuvent aider à aller un peu plus loin. Je prends l'exemple sur lequel tu m'as posé la question tout à l'heure, parler de vaudou, de christianisme. C'est une demande dans cette communauté. Ces noirs, ces jeunes noirs qui veulent savoir, est-ce que c'est mieux de retourner aux religions ancestrales? Mais comment tu vas articuler un discours? Ou bien tu vas juste dire ah bah Satan et puis c'est fini? Mais non, pour articuler un discours sérieux, ça prend que tu as étudié quelque chose, tu comprennes certaines choses. Sinon, quand tu ne comprends pas les problématiques, tu risques de devenir violent, insécure, et tu es devant un public de plus en plus exigeant. Parce que j'ai remarqué quelque chose ici, même quand le jeune a fait un cégep, il arrive à penser. Mais comment tu vas faire avec un jeune qui pense et puis qui te pose des questions existentielles difficiles? Comment tu vas répondre? Ça prend des études. Bonne question, pour le reste. Je me rappelle, une fois, j'étais au restaurant avec mes frères et on parlait et je me demandais comme est-ce que l'école c'est une arnaque? Tu vois, parce que comme tu as dit, on vit dans une ère où tout est en train de changer, la technologie est en train de changer et on se rend compte aussi, les gens de mon âge, les gens de ma génération, pour la plupart, ce qu'ils cherchent, c'est de être capable de bien vivre, avoir de l'argent, être capable de pouvoir voyager, de pouvoir subvenir à leurs besoins et également aux différentes passions qu'ils ont. Alors, on se demandait, est-ce que l'école est vraiment nécessaire dans l'ère qu'on vit aujourd'hui? Mais comme tu l'as articulé, je pense que l'école, à un certain point, ça te permet de pouvoir réfléchir d'une manière qui est plus approfondie et ça te permet aussi de pouvoir voir un sujet et aller jusqu'au point de le maîtriser. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, mais j'aimerais aussi que tu puisses toucher pour les gens qui parlent et qui disent que l'école, c'est une arnaque ou c'est un scam, c'est comme juste jeter de l'argent dans un établissement scolaire. Toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Peut-être qu'ils ont mal compris la fonction sociale de l'école. On ne va pas à l'école juste pour apprendre. L'école est une institution qui te donne une certaine conformité à la société. Pourquoi? Parce que toutes tes déviations, l'école les retire. À l'école, on t'apprend à ne pas frapper les autres. Parce que dans la société, si tu frappes les autres, tu vas en prison. Donc, l'école te donne des compétences sociales. L'école te permet aussi de construire des réseaux. Ouais, moi, je pense que c'est ça le plus bonifiant. Pour être honnête, personnellement, je pense qu'à l'école, si tu fais juste aller au cours et retourner chez toi, tu es en train de gâcher une richesse. Voilà. Et l'école aussi, la dimension de l'apprentissage. Oui, c'est important, mais nous devons dire que, comme les gens disent peut-être, là où on parle d'arnaque, beaucoup de gens, ils s'en vont à l'école, et surtout nous autres de la communauté noire, à cause de l'école, ou bien notre culte des diplômes, nous ne prenons pas assez le temps d'investir. Parce qu'il faut articuler l'école formelle d'où nous sortons avec l'école de la vie. Parce qu'à la fin de la journée, je ne peux pas bouillir ma page de diplôme pour manger. Donc, comment m'insérer dans la société économiquement? Donc, il y a un travail réflexif qui doit être fait. Autrement dit, pour moi, l'école, c'est le lieu où tu apprends à apprendre. Pas juste apprendre les contenus normatifs qui viennent du ministère, mais aussi apprendre des aspects de l'économie, apprendre des aspects du système pour pouvoir produire de la richesse. Or, ce qui arrive avec l'école classique, si ta famille ne te l'apprend pas, tu ne vas jamais le savoir. Pourquoi beaucoup d'étudiants, je prends les Mark Zuckerberg, ils sont dans la Silicon Valley, ils sont allés à l'école, mais ils ont laissé l'école. C'est pas des diplômes qui les ont amenés là, mais ils ont été à l'école, ils ont compris certaines choses. L'école ne doit pas les séparer de la réalité de la vie. Mon problème, c'est quand la personne va à l'école et à cause de l'école, elle est coupée de toute la société. Il faut une articulation et surtout, il faut que tu puisses rentabiliser ton diplôme. C'est-à-dire, pourquoi tu vas à l'école? Donc, pas juste pour apprendre les contenus normatifs
du ministère de l'Éducation, mais pour encore vivre dans la société. Qu'est-ce que je peux inventer compte tenu de tout ce que je comprends? Parce que l'école m'apprend à décrypter la société. À cause de ce que j'ai appris, je vais développer autre chose. Donc, par exemple, moi, je t'ai dit, moi, je veux inventer des choses. Mais parce que je vais à l'école, je vois le besoin. Mais je pourrais aller à l'école, je vais dire, et je vais écrire plutôt que ce qu'on a besoin. Non, je veux pas être dans cette posture. Donc, je veux que ce que j'apprends, ce que j'ai appris me prépare aussi à apprendre d'autres choses et à apprendre aussi de l'économie. Et c'est peut-être notre problème avec l'école. Beaucoup de personnes, pour moi, ont été gaspillées. Non, très bien dit. Mais j'aimerais quand même, si tu as un message justement à adresser aux auditeurs qui cherchent à nourrir leur esprit et leur réflexion, ça serait quoi si tu peux leur dire un message? Leur réflexion sur quel plan? Sur le plan de la vie, je dirais. Qui veulent juste approfondir un peu leurs connaissances, nourrir leur esprit. Alors, je leur dirais que il faut beaucoup lire, aimer la lecture et choisissez des ouvrages qui peuvent façonner votre identité, qui peuvent mieux articuler votre rapport avec votre environnement. Soyez aussi des gens relationnels, bâtissez des réseaux forts, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas qu'est-ce que tu connais, mais c'est qui tu connais. Donc, c'est des aspects qu'il faut maîtriser. Avoir des compétences relationnelles. Apprenez à soigner nos relations parce que souvent, tu vas passer quelque part, c'est une relation que tu avais. Pendant ce temps, tu n'as ni les compétences, ni la capacité. Mais tu as les relations qui te permettent d'être ici à un certain niveau parce que les compétences peuvent être acquises en cours de route. Donc, c'est des aspects qu'il faut travailler pour donner la meilleure version de nous-mêmes. Et n'aimons pas la facilité non plus. Nous devons nous laisser forger par des difficultés pour devenir meilleurs à l'avenir. Donc, dans notre trajectoire de vie, il faut que nous puissions rendre compte de nos obstacles. Parce que si nous n'avions eu aucun obstacle, c'est que nous n'avons fait aucun chemin. Ouais. Non, très bien dit. Merci encore, Joseph, d'avoir participé justement à mon podcast. Je pense que les auditeurs vont être remplis de différentes connaissances et je pense qu'ils vont pouvoir en apprendre beaucoup plus après l'écoute de ce podcast. J'aimerais juste avant qu'on se lâche, si tu pourrais partager, si les gens veulent justement te rejoindre, est-ce que tu as des réseaux sociaux? C'est comment qu'ils peuvent faire pour un peu voir tes ouvrages et ce que tu fais? Alors, merci beaucoup, David, juste avant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour ceux qui veulent me trouver, c'est par mon nom, Joseph Junior Clormeus. Vous rentrez ça sur les réseaux sociaux, vous me verrez sur Instagram, vous me verrez sur Facebook. Est-ce que je suis sur TikTok aussi? Je sais pas qui j'ai TikTok. Probablement un peu partout. Là, vous me verrez sur les réseaux sociaux. Il me suffit de m'envoyer un message et je me ferai le plaisir de lire votre message et d'interagir avec vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David.